Salut à tout le monde. Bienvenue dans notre émission Les Croisés, tu connais, le rendez-vous incontournable des jeudis après-midi sur les internets, on peut le dire. Oui. Retour en studio aujourd'hui et avec une belle émission qui s'annonce parce que déjà je suis avec Julien. Salut Julien. Salut Nico. Salut Laura. Mais Laura, surtout, voilà, on a une invitée en plateau. Il s'agit de la plongeuse Laura Marino. Salut. Bonjour à tous. Tu faisais partie de l'équipe de France de plongeon. Donc, ta spécialité, c'était le plongeon à 10 mètres. Et voilà, tu as été plusieurs fois championne de France, vice-championne d'Europe en individuel, championne du monde par équipe. C'est ça, avec un partenaire. Exactement. Vice-championne d'Europe, c'était 2015, championne du monde 2017. Ouais. Et tu as participé aux Jeux 2016 à Rio. Exactement. Donc, tout juste pour l'instant. On est bon. Et 2019, tu fais un burn-out. Du coup, on va en reparler ensuite. Et du coup, tu plaques la compétition de haut niveau. Et après, tu te reconstruis, tout ça. Et donc là, tu plonges à nouveau. Mais t'as arrêté la compète, tu t'es mise en extérieur, tu fais du plongeon extrême, on peut dire. On a les bases. On peut y aller du coup. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Laura dans le chat. On va les relayer. On commence par ce que tu fais aujourd'hui. Du coup, en fait, comment ça s'appelle déjà exactement? Parce que j'ai lu plusieurs choses. Cliff jump. En fait, le principe, c'est que on est hors des sentiers battus, donc il y a pas vraiment d'institution, de fédération. C'est du freestyle, donc chacun l'appelle comme on veut. Alors après, dans le milieu, on distingue un peu le cliff diving du cliff jumping. C'est ça. Le cliff diving, c'est plutôt le diving conventionnel, technique type piscine ou Red Bull, qui sont le sport du plongeon. Et après, le cliff jumping, c'est vraiment le côté freestyle complet. Avec c'est même carrément des mecs qui ont souvent jamais fait du plongeon et qui s'entraînent plutôt sur du trampo. C'est vrai que cliff diving, concrètement, c'est le même spot, mais sauf que cliff diving, tu vas quand même faire une figure un peu conventionnelle, c'est ça? Ouais, alors après, les deux se marchent un peu dessus parce que tu peux aussi faire du cliff diving. Parce que cliff diving, c'est quand même plonger des falaises. Donc maintenant, tu vois, les compètes Red Bull, c'est un espèce d'échafaudage et des plateformes qui sont installées certes sur des falaises, mais tu gardes un promontoire c'est comme si c'était synthétique. D'accord. Ouais, et alors que mais d'un autre côté, c'est pas parce que tu fais du freestyle, du cliff jumping que tu peux pas faire du plongeon un peu technique conventionnel comme ce que je fais. Donc bon, tu choisis un peu tes mots. Toi, tu varies entre les deux, t'es un peu à la frontière entre les deux. Moi, je fais du cliff dive jumping. D'accord. Diving, tu vois. Pour qu'on se représente, c'est des sauts de quelle hauteur à peu près? Ça varie. En fait, avant, je faisais du 10 mètres en piscine. Donc, le 10 mètres, c'est vraiment le plus haut d'une piscine. Ensuite, t'es sur le toit, quoi. Alors que là, le 10 mètres, c'est vraiment ma hauteur minimale, en fait. Parce que limite, j'y vais pour m'échauffer. Et ça me paraît tellement dingue aujourd'hui de me dire ça. Alors que en piscine, avant, à 10 mètres, je dis, c'est haut et tout. Ouais, ça a l'air assez haut. Ouais, mais c'est déjà haut, hein. Mais tu montes jusqu'à combien, là? Mon record, c'est 22 mètres que j'ai encore fait la semaine dernière. Justement parce que je l'avais fait qu'une seule fois en me faisant un peu mal. Mais sinon, aujourd'hui, entre 18 et 20 mètres. C'était à Malte, c'est ça? Exactement. Ouais, je rentre de Malte tout juste là. Et c'est le meilleur, c'est Malte, quand tu dis 22 mètres, c'est parce que c'est là où on peut sauter le plus haut, par exemple, à Malte, ou pas forcément. Après, je suis encore débutant dans l'exploration des cliffs du monde. Ouais. Mais, en tout cas, à Malte, il y a des super spots partout. Vraiment, ça s'y prête trop. Les spots sont incroyables parce que ils sont propres, donc en fait il y a de la profondeur, il y a pas besoin d'aller si loin que ça pour sauter. Les take-off, donc c'est le départ, des fois ils font mal aux pieds, mais c'est sécurisé un peu quand même à un moment. Est-ce que genre il y a quand même des mecs qui vont plonger une fois pour dire c'est bon, le fond ça va? Ah oui, non, mais on va voir quand même. On va voir nous-mêmes en fait, et même souvent quand les gars me disent oui c'est bon, on saute là tous les ans, moi j'aime bien aller voir parce que déjà ça te permet de voir toi-même en fait où est-ce qu'il faut sauter ou pas. Parce que quelqu'un qui te dit oui, là il y a un rocher, oui, mais là quand t'es à 22 mètres, sous l'eau et tu vas regarder ce qui se passe au fond, quoi. Mais quand t'es à 22 mètres et que le mec te dit là, là il est pas très précis, tu vois. Donc, avant de t'approprier, avant un saut, je suppose que tu t'appropries un peu le territoire. Tu vas, tu plonges, tu vas voir, tu regardes au sol, depuis le sol, tu regardes un peu comment ça se passe, tout ça, comment on fait. Alors en fait, dans l'ordre, d'abord on regarde d'en haut. Est-ce qu'il y a un spot où on peut y aller en fait? D'en haut, est-ce que c'est possible de plonger d'ici? C'est-à-dire le take-off, donc c'est l'endroit où on décolle, comme les avions. Est-ce qu'il y a la place de... c'est une question de place, c'est une question de type du take-off parce que des fois ça s'effrite, des fois c'est pas solide, des fois ça glisse parce que c'est en pente. Est-ce que c'est un peu plat? Parce que si c'est en pente avec tu vois de la terre dessus, tu peux glisser au moment de ton impulsion, alors que donc c'est plein de choses qu'il faut prendre en compte parce que si tu glisses, après c'est pas Jojo quoi. Donc déjà si tu te dis ok là il y a un saut possible, et aussi parce que d'en haut tu vois mieux, tu vois si t'as du gap, on a beaucoup de mots anglo-saxons. Donc le gap ça veut dire
Est-ce il faut aller loin ou est-ce que tu peux aller vraiment à d'aplomb Ouais, voilà, c'est un peu comme dans le métro. C'est exactement ça. Bah, dans le métro, il y a du gap, quoi. Et donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, quand tu dis, OK, il y a un spot, tu vas sous l'eau. Donc, pour aller sous l'eau, tu sautes pas. Sinon, ça sert à rien. Donc, soit tu désescalades, soit tu fais le tour. Et ça te permet en même temps de voir s'il y a un endroit pour remonter. Et pour un saut de 20 mètres, c'est combien de profondeur qu'il faut au minimum Bah, en fait, souvent, les gens, ils se disent, plus tu sautes haut, plus il faut profond, mais pas forcément parce qu'en fait, plus t'arrives avec de la vitesse et donc plus les frottements te ralentissent. Mais en moyenne, pour être vraiment serein, tranquille, je dirais 5 mètres de fond. Ok, bon bah du coup on a répondu direct à la question de Kevin Aguin9 qui demandait comment tu repères un peu les spots où tu peux plonger, tout ça. Donc ouais, tu disais que tu reviens de Malte. Où est-ce que tu as été plongé? Non, question que j'avais avant, c'est depuis quand du coup tu t'es mise à faire ces plongeons je fais tout juste là mes 2 ans de cliff jumping. En fait, je suis partie à la Réunion l'année dernière. Non, il y a 2 ans du coup. C'est le premier endroit où tu as été pour Exactement. plonger, en fait, j'ai eu les prémices en Corse parce que j'y suis allée vraiment petit à petit, quoi. C'est marrant parce que dans un coin de ma tête, j'avais eu la vision un peu de ce monde-là, de cette vie-là, de ce truc-là, de ce concept-là. Et en fait, j'y suis allée vraiment petit à petit parce que après m'être complètement cramé les ailes, je voulais pas y retourner trop vite et j'avais arrêté le plongeon en pensant que le plongeon c'est ce qui m'avait rendue malheureuse et qui m'avait fait souffrir, alors qu'en fait non, c'est juste que plein d'autres raisons, mais en tout cas j'avais vraiment cette flamme et cet amour pour le plongeon et qui est vraiment une passion qu'on choisit pas, quoi. C'est comme l'amour, ça te tombe dessus. Et des fois j'aimerais bien être née surfeuse ou skieuse parce que j'adore ça, mais non, moi je suis née plongeuse, quoi, et c'est comme ça et je peux pas lutter, en fait, c'est plus fort que moi. Et donc je suis allée en Corse, j'ai fait mes premiers pas, mais vraiment un peu timide, toute seule dans mon coin. Et après je suis partie à la Réunion parce qu'on m'a dit que là-bas il y avait vraiment des communautés. J'avais déjà vu un reportage, en fait, quand j'y pense, de mecs qui sautaient des falaises comme ça, mais pour le fun, quoi. Comme c'est le sport de street, en fait, là-bas à la Réunion, parce que les jeunes, quand ils se retrouvent entre eux et qu'ils traînent, ils se retrouvent au bord d'un bassin, des fois à fumer et à boire et à sauter, mais c'est leur moyen de traîner, en fait. Et du coup, ça fait qu'il y a plein de gens qui sautent. C'est hyper démocratisé, ça fait vraiment partie de leur lifestyle. Et moi, j'ai découvert ça, et à chaque fois que j'allais dans un bassin, je sautais, je demandais, tu connais pas un autre endroit? Puis finalement, tu te rends compte que c'est toujours les mêmes, et puis tu rencontres des gens, et puis en fait, à ce moment-là, il y avait un espèce de... On est jamais tout seul, en fait, on va toujours à un endroit où il y a des... Ouais, après, moi, j'y allais jamais toute seule complètement, mais, ou alors j'y allais toute seule, mais je plongeais vraiment de pas très haut, en étant sûre. Souvent des bandes de copains qui sautent ensemble d'un ouais, mais après, souvent, moi, je rencontre tout le temps plein de monde sur les spots, quoi, et c'est trop bien parce que c'est comme, je sais pas, un skieur sur les pistes ou sur des faces de montagne qui va se faire des potes parce que t'es là pour la même passion et par le même truc qui t'anime et ça te rapproche de fou et en fait c'est un espèce d'assemblage et un élément qui te lie de manière hyper puissante. On nous demande aussi et ça rejoint une question que j'avais, c'est est-ce que t'as jamais peur à de telle hauteur? Et moi je me demandais qu'est-ce qu'on ressent quand on est à 15-20 mètres de haut et qu'on va plonger. Le moment où tu te dis c'est par rapport à 10 mètres, c'est même une vraie... Moi, je vais faire un peu de poésie, mais quand t'es à 22 mètres et que tu vas, tu te chies dessus. Vraiment. C'est vrai, vraiment. Ah, oui. Même toi, qui a quand même... oui, bien sûr. Ouais. Mais parce que si j'avais pas peur, je ressentirais pas cette, justement. C'est l'adrénaline Oui, complètement. Après, il faut savoir mesurer ton risque. Mais là, quand je refais mon saut à 22 mètres, je l'ai fait une fois dans ma vie, sur ce spot-là, en plus, 1 an avant, et je me suis fait mal. Donc, quand tu te fais mal, tu sais, concrètement. Je ne suis pas blessée, mais je me suis vraiment fait mal aux hanches quand je suis arrivée dans l'eau. En fait, mes jambes se sont écartées d'un coup. Et mais assez fort, parce que t'arrives à 22 mètres, quoi, vraiment comme ça, quoi. Et en fait, j'ai eu l'impression, en plus moi qui connais bien mon corps, j'ai eu l'impression que je m'étais luxé la hanche et déchiré les adducteurs, histoire de pas en faire trop, quoi. Et je me souviens m'être dit, ok, il faut pas que tu utilises tes jambes parce que si tes adducteurs sont rattachés à un fil, faut pas que tu casses tout ce qui reste. Donc j'ai dit au gars qui était en safety, donc en sécu, en bas, en cas de problème. Je leur ai dit aidez-moi parce que je peux pas nager. Donc je remonte au bord et finalement je mets un pied par terre, 2 pieds, il me dit ça va. Ah bah ouais, en fait ça va. Comme dans Astérix Obélix quand jamais les sprinter qui fait. Non, c'est bon, j'ai rien en fait. Mais bon, je me suis quand même fait mal, je me suis pas luxé la hanche, mais j'ai quand même eu des douleurs aux hanches pendant un petit moment. Et puis j'avais ce souvenir de la douleur qui était forte et puis quelque part je fais pas ces sauts là pour me faire mal. Mais tu t'es beaucoup blessé, cela dit, même dans ta carrière de plongeuse avant, c'est un truc... Pas tant que ça, non. J'ai eu pas mal de bobos ou de trucs abîmés, mais pas de grosses blessures, tu vois, d'opérations.
J'ai eu pas mal de trucs d'usure en fait, parce que c'est des chocs à répétition. C'est hyper traumatisant, enfin j'imagine. Ouais, c'est par exemple, sur tes grandes années d'entraînement, tu sais combien de sauts à 10 mètres que tu fais? Bah par semaine, j'étais sur une moyenne de 50 à 10 mètres et par la tête. Et en fait, c'est hyper dur de se rendre compte de l'ordre de grandeur, mais c'est énorme en fait. Et il y avait certaines compètes, certaines semaines de compètes pardon, où on pouvait monter à 80 quoi. Et en fait, on arrive à 10 mètres, on arrive à 50-60 km/h dans l'eau. Et à partir de 20 mètres, on arrive à 80. Donc c'est vraiment des chocs. En fait, c'est comme si tu te prenais un mur, quoi. Ouais, non, mais... C'est juste que t'apprends à être plus forte que le mur. Parce que j'imagine qu'à 80 km/h, le contact avec l'eau est pas hyper agréable en plus, non? Enfin, je sais pas, si, quand même. Bah oui et non, en fait. C'est un peu paradoxal parce que au début, vraiment, en reprise, t'as l'impression que tu t'arrives pas à rentrer dans l'eau, en fait. Vraiment que tu te prends un mur. Et du coup, ça, c'est un peu frustrant, mais quand tu dépasses cette phase, en fait, et que tu deviens un peu puissant, tu sens que justement tu rentres dans l'eau quoi et ces sensations de glisse avec une vitesse qui est folle en fait, elles sont franchement c'est difficile à décrire parce que vraiment t'appuies l'eau en fait et c'est incroyable, même le bruit que ça fait parce que comme tu rentres par les pieds t'as le temps d'entendre ton impact et ça c'est incroyable. C'est un peu perché je pense. Non mais on le voit sur des petits sauts qu'on peut faire à son humble niveau. Nous on saute régulièrement à 2 bons mètres à la piscine. Oui, j'imagine, mais ouais non je vois un peu le. Non mais ouais, puis enfin c'est au millimètre aussi parce que si t'es un peu décalé comme ça ou si c'est là que ça peut devenir par exemple, vraiment quand dangereux. Je suis un petit peu sur le dos, je me fais facilement mal au dos. Donc tu vois quand j'ai commencé le cliff jump il y a 2 ans, j'étais là ouais super, maintenant on est dans la nature, je m'échauffe plus, je fais plus de prévention, je fais plus de renfo, fuck tout ça, j'en veux plus et tout, j'en ai marre, la vie des sportifs de niveau c'est fini, la récup je m'en fous, je bois des bières après le truc. Alors qu'en fait bah non, mon corps il a été abîmé par du haut niveau et en plus faire des impacts à ces hauteur-là, bah c'est violent, c'est traumatisant. Donc ça marche une semaine, 2 semaines, une saison, mais t'as mal, quoi. Si t'as envie de durer et surtout que moi je suis j'ai quand même usé mon corps prématurément, donc je suis un peu condamnée à rester forte et tonique. T'as commencé quand vraiment à plonger régulièrement? À quel âge? Bah j'ai commencé je suis arrivée à l'INSEP, j'avais 16 ans. Donc 16 ans, je suis allée vraiment direct dans le très haut niveau et l'intensif. Et avant ça, j'ai fait de la gym, donc j'ai commencé à faire pour le corps. Ouais, voilà, j'ai commencé à être vraiment dans le sport intensif, on va dire à 11 ans. J'ai un corps de 70 ans. À peu près, quoi. Mais qui est masqué par... Non, j'ai une ossature, je pense, de 70 ans. Mais d'un autre côté, en fait, comme je suis kiné à côté, je connais un peu la biomécanique du corps. Et il y a une loi qui dit que, en fait, ton corps réagit aux contraintes que tu lui imposes. Donc, en fait, quelque part, il s'auto-entretient comme ça aussi. Bon, je suis un peu dans l'extrême, d'accord. Ouais. Mais quelqu'un qui reste sur son canapé toute la journée comme nous, là, c'est pas mieux. Tu vois, ouais, sauter à 22 mètres. Il exige moins, donc le corps répond moins. Exactement. Et là, t'en fais à quelle fréquence, du coup, des sauts comme ça? Enfin, par exemple, là, tu vas repartir à La Réunion la semaine prochaine, tu nous as dit. Et si tu restes 1 mois, tu vas sauter à combien de reprises sur le mois? Je sais pas trop, parce que ce qui est cool dans justement ma vie aujourd'hui, c'est plus de faire de la compétition et d'avoir un objectif de victoire, de faire mieux que les autres ou je sais pas moi, de remporter des compétitions. Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment la passion du cliff, du partage avec justement ces crews-là qui sont là sur les sessions et qui te font vivre des émotions de ouf, quoi. J'ai un souvenir, le fameux spot où j'ai fait un 22 mètres, il y a aussi un 30 mètres juste à côté. Et j'ai vécu des émotions vraiment de dingue que je pensais pas revivre un jour après ma carrière de haut niveau, parce qu'il y a 3 mecs qui ont sauté à 30 mètres. Et ils sautent pas à 30 mètres comme on va cueillir des pâquerettes, quoi. Je veux dire, en plus, ils ont fait des grosses accros. Et ça m'a fait vivre un moment, mais qui était tellement intense. Rien que de les regarder. Ouais, parce que tu vois, toute la semaine, ils se sont préparés pour ce saut-là. Tu sais que c'est hyper dangereux, qu'ils peuvent se faire mal. Il y a une telle intensité, il y a une telle concentration, il y a une telle peur dans l'atmosphère. Et tout le monde a peur pour ce mec-là qui va sauter, parce que t'as passé une semaine avec lui, tu le connais, tu sais par quoi il est passé, tu connais ses doutes, tu connais ses faiblesses, et tu sais ce que c'est en fait de le vivre vraiment de l'intérieur, tu perçois un peu sa peur, son truc, et tout ça c'est des choses que je ressentirais pas si je faisais de la compète, et ça me permet du coup d'aménager beaucoup plus ma vie et mon emploi du temps comme je le veux. Alors du coup ça a ses avantages et ses inconvénients en fait. Dans chaque vie tu choisis tes contraintes. Moi je veux plus avoir la contrainte de la compétition, mais d'un autre côté pour en vivre c'est moins facile parce que quand t'es pas dans un système de compétition avec des primes aux résultats, des sponsors, machin, les marques elles s'identifient vachement moins. Donc en fait je suis un peu dans un truc décalé, donc je dois travailler. Ouais. Donc là tu vis principalement ton activité de kiné ou? Oui et non. Là je me suis pris 1 an et demi de break parce que
J'avais plus le temps parce que j'ai écrit un livre aussi dont on va parler après et j'avais vraiment plus le temps en fait donc je me suis dit ok je vais voir comment je peux vivre de tout ça. J'ai fait un peu de création de contenu, j'ai travaillé un peu avec quelques marques mais pas de là à en vivre de manière pérenne donc là je suis un peu fatiguée et du coup j'ai envie c'est pour ça aussi que je repars à la Réunion pour retour aux sources et je vais retravailler un peu en tant que kiné parce que déjà ça fait un petit moment, ça me manque un peu. Et que j'ai envie d'entretenir ça et comme ça au moins je garde mon indépendance et ma liberté de faire ce que j'ai envie et ce qui m'anime vraiment profondément parce que ce serait facile de me dire ok je vais faire de la compète parce que j'ai besoin d'argent alors que c'est typiquement le genre de schéma qui me renverrait exactement dans ce que je raconte dans mon livre. Ouais, c'est une question qu'on nous pose aussi du coup enfin là t'as pas envie de faire des compètes de saut extrême. Enfin non, pas vraiment. Alors quand j'assiste aux étapes de Red Bull là qui sont un circuit de compète génial, ça me donne envie. Franchement, ça me donne envie. Mais en fait, ça te donne envie sur le moment de la compète parce que tu vois la compète c'est le highlight, tu vois, c'est la partie de l'iceberg que tu vois en fait, mais tu vois pas tout ce qu'il y a dessous. Sauf que moi je le sais, tu vois, je sais tout ce que ça demande pour en arriver là. Je veux pas comparer, mais c'est presque pire que ce que je vivais pour le 10 mètres. Et j'ai pas envie aujourd'hui de retourner parce qu'aujourd'hui, le niveau, il est tel que tu peux plus entraîner comme il faisait avant, il y a 10 ans, à faire le tour du monde et boire des bières avec tes potes. Pour avoir le niveau compétitif d'aujourd'hui et être sécurisé dans les risques que tu prends. Et encore, c'est un sport extrême, hein, donc il y a pas de sécurité absolue. Ça voudrait dire, maintenant, il y a des piscines, en fait, qui s'équipent de plateformes de 20 mètres. J'ai pas envie de plonger à 20 mètres dans une piscine, quoi. Ça te renverrait dans des schémas que tu et puis même, ce quoi, que je kiffe dans le freestyle, c'est, tu vois, c'est ce qu'il y a dans ma couverture, quoi. C'est d'être dehors, c'est de sentir le soleil, c'est de grimper au rocher, mais quand tu fais ça, tu peux moins répéter, et puis c'est sûr, t'as pas le kiné, t'as pas l'équipe médicale, puis t'as un certain quota de saut à faire pour machin et tout, et je crois que ça m'intéresse pas trop, en fait, ça. Ce qui m'intéresse, c'est le freestyle en fait, c'est le lifestyle. À quel point c'est quand même lié à ton passé sportif de haut niveau, au ras-le-bol que tu as éprouvé, ou pour toi c'est vraiment lié ou franchement c'est juste que c'est pas ton kiff, la compète freestyle en tout cas, ou juste t'en avais ras-le-bol de la compète de par ta carrière pro ou... Je pense que la compète vraiment profondément, c'est pas qui je suis, tu vois. Et ça me correspond pas. Pour le dire, vice-championne d'Europe en plongeon en France, ça faisait... C'était la première médaille depuis... Enfin, c'est pas comme si c'était un truc... Oui. Tu vois, non, mais après, j'étais forte dans le plongeon olympique et même aujourd'hui, dans le freestyle, je suis quand même assez forte et je pense que je pourrais être compétitive et parmi les compétitrices du circuit Red Bull. Avec de l'entraînement, bien sûr, j'ai pas la prétention de dire que sans entraînement, je pourrais les battre et ça, c'est sûr que non. Mais en fait, j'ai pas envie d'être justement dans le côté de battre des gens. J'ai plus envie du partage, justement d'être plusieurs sur un spot où tout le monde se pousse vers le haut. Alors visiblement l'ambiance dans le circuit Red Bull est plus comme ça, mais je sais pas ça. En fait la compétition c'est un cadre qui m'oppresse pour l'instant et le fait d'être libre ça nourrit ma créativité et j'ai plus envie de mettre mon énergie dans justement cette créativité de mettre au point des projets, de faire des nouveaux voyages, d'explorer, de faire du slow voyage aussi, de prendre le temps d'explorer, de trouver des nouveaux spots, parce que quand t'es en compète et que tu t'entraînes pour être performante, t'as pas le temps de faire ça, en fait. Ouais, et c'est un temps que j'ai envie de prendre pas pour être performante, mais pour, justement vivre cette vie-là et y être libre et me libérer de ces contraintes de primo résultat, de sponsor, tu dois être là à telle heure, performante et c'est tout, quoi. On feuilletait un peu ton bouquin tout à l'heure et ce qu'on disait c'était qu'il y avait beaucoup ça dans le livre où tu montrais un petit peu au-delà des exercices physiques un peu de relaxation et d'entretien du corps et de pas de profiter de la vie mais un peu en quelque sorte c'est un peu l'éloge que tu fais de c'est ta pratique dans le bouquin. Ouais, complètement. Et puis je suis vraiment viscéralement passionnée par le plongeon, mais je suis passionnée par le plongeon à condition que le plongeon ne n'occupe pas toute ma vie aussi. Tu vois là je vous parle d'un lifestyle autour du cliff. Donc c'est être dans la nature, c'est grimper au rocher pour remonter. Donc ça veut dire faire de l'escalade, faire de la rando, tu vois, pour m'entraîner et pour me faire des jambes pour les impacts. Là, l'année dernière, j'ai pas fait une seule fois de la muscu, mais par contre, j'ai fait du vélo de route. Et ça m'a tellement servi, c'était incroyable. VTT, vélo de route, c'est ma prépa de fond quoi maintenant. Et cet hiver, ce sera ski de rando ou ski freeride. Et j'adore ça. Et parce que je pense que je suis quelqu'un de pluriel et d'avoir fait du haut niveau.
je dirais pas que ça me correspond pas du tout parce que c'est une partie de qui je suis, qui j'ai été. Mais pour faire du très haut niveau, t'es obligé de faire que ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a appris dans le système et dans le modèle français. C'est ce qu'on me permettait de faire. Et dès que je voulais mettre un orteil dehors, ben, ça allait pas, quoi. Donc, j'étais dans le conflit parce que moi, je sentais que j'avais besoin de ça, en fait. Donc, peut-être que je connais certains athlètes qui arrivent à le faire et qui ont réussi à être écoutés et à être respectés dans ces choix-là. Donc, des athlètes qui, je pense par exemple à Lauriane Lamprin, qui faisait du tumbling en équipe de France. Et qui, pour se vider la tête, en fait, elle prenait pas des vacances parce que tu peux pas te permettre de prendre des vacances quand ça va plus mentalement. Mais en fait, elle allait surfer 5 jours et elle revenait, elle était plus en forme qu'avant parce que physiquement, ça la diversifiait un peu, ça l'équilibrait physiquement parce que quand tu répètes tout le temps la même chose, ton corps en fait, il est développé, il se développe sur les mêmes muscles, sur les mêmes filières. Et du coup, dès que tu sors un peu de ça, enfin, tu développes des extrêmes fragilités versus des extrêmes forces. Et c'est pas bon pour le corps. Et du coup, en fait, le fait en tout cas, moi, c'est ma vision et c'est ce qui me correspond. Et en plus, ça m'épanouit mentalement et émotionnellement de faire d'autres sports outdoor. Du coup, pour revenir un peu là-dessus, ton burn-out 2019, mais bon, d'après ce que j'ai compris, t'avais des signes avant-coureurs les années avant, mais en fait, t'as bien réussi à mettre des mots dessus depuis. Et ça, c'est complètement. T'as réussi à te guérir de ça, en gros, et à revenir et à replonger et tout. Guérir, je sais pas. Après, j'ai réussi à mettre des mots dessus. Ça a été dur, franchement. Je pensais pas que ce serait aussi dur. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Là, cette année, j'ai découvert la fatigue émotionnelle. Avec le burn-out, j'avais découvert la fatigue mentale, parce que la fatigue physique, tu connais quand t'es athlète de haut niveau. Et en arrêtant, je me suis rendu compte. J'ai découvert la fatigue mentale. Et là, cette année, j'ai découvert la fatigue émotionnelle. Je sais pas s'il y en a encore d'autres beaucoup à découvrir parce que là, ça commence à être compliqué. Mais j'ai eu une super co-autrice qui m'a aidée, qui s'appelle Sophie Danger, qui est journaliste aussi. Et elle m'a beaucoup aidée à me laisser le temps et l'espace en fait et l'oreille en fait, l'écoute. Parce qu'en fait j'ai beaucoup parlé à voix haute avant d'écrire. Et ça m'a beaucoup aidée. Et du coup je racontais déjà mon histoire à quelqu'un en fait. Et j'ai vraiment adoré ce duo et je pense que ça en fait vraiment un livre. Du coup, on peut le montrer peut-être si tu veux le livre. C'est se dépasser. Alors, avec ça Laura la Marino, donne c'est envie, le saut de dos, moins envie perso. Alors c'est drôle en plus parce que. T'es à combien de mètres là d'ailleurs? Je suis pas très haute là. Je suis à. Alors attends. Ouais, si quand même, je pense que je suis à 12 mètres. C'est drôle parce que la maison d'édition, quand ils m'ont proposé, on parlait de ce qu'on voulait mettre sur la couverture. Donc je leur ai fait plein de propositions de photos que j'avais pour un peu un mood board. Et en fait, j'avais passé du temps là-dessus, quoi. Je leur ai envoyé une dizaine de photos. J'avais fait un truc sur Canva et tout. Et ils me renvoient une proposition et ils m'envoient cette photo. Du tout. Mais je leur avais pas envoyé cette photo. Du coup, première réaction, tu te dis, j'ai bossé dans le vent, quoi. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu la photo, pour moi, c'était une évidence. Et l'ironie, c'est que, en fait, c'est mon home spot, qu'on appelle. Donc je vis à Toulon maintenant. Et c'est le spot qui est pas très loin de Toulon. Et donc c'est drôle qu'ils aient choisi cette photo alors que je leur avais même pas proposé, comme si, c'était là que ça devait repartir. Et justement, je me suis installée là-bas depuis 1 an, quoi. Donc, d'accord. Donc voilà, c'était écrit un peu. Du coup, dans ce livre, tu racontes par quoi t'es passé et ta vie aujourd'hui. C'est ça. Donc en fait, il est fait en 2 parties. Donc il y a une histoire de vie. Alors, j'ai envie de le montrer, mais je sais pas si on voit. J'arrive pas dans le détail du coup, mais. Non, mais je veux dire juste il y a une première partie histoire de vie où là, c'est vraiment autobiographique et où je raconte ma carrière de sport de haut niveau. C'est vraiment le récit de ma carrière sportive en fait. Donc le premier chapitre, je commence par le jour où j'ai arrêté, j'explique pourquoi j'ai arrêté. Et en fait, pour moi, ce livre, ça a surtout été un moyen parce que j'ai expliqué pourquoi j'avais arrêté sur le moment. J'avais écrit un long article sur mon blog qui a beaucoup tourné au moment où j'ai arrêté parce qu'en fait, de toute façon, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ça pour des sports un peu moins médiatiques que les sports qu'on voit tout le temps à la télé. Dépression, c'est toujours un truc qui fait sonner un petit peu. Voilà, c'est ça. Et en fait, comme personne me donnait la parole et que j'avais envie de parler, j'ai juste pris la parole et je me suis dit, ceux qui veulent des réponses, ils liront mes trucs et ceux que ça intéresse pas, ils le liront pas et point barre. Et en fait, ça a vachement circulé. Je me souviens, l'équipe, ils avaient fait une pleine page sur moi alors que de toute ma carrière, quand on avait été champion du monde, on s'était partagé un petit encart avec un autre nageur qui avait aussi fait champion du monde ce jour-là. Enfin, le truc, tu te dis, ok, en fait, faut être en dépression pour avoir une page complète. Donc ça m'avait un peu fait rire jaune.
Et sauf que donc là j'explique sur le jour J à chaud en fait pourquoi j'arrête aujourd'hui et pas hier et pas demain. Et en fait le livre c'est vraiment j'explique le cheminement en fait parce que les gens ils ont compris pourquoi j'avais arrêté, mais ils ont pas compris que ça faisait 4 ans que je luttais, ils ont pas compris à quel point j'allais mal. Et quand je dis les gens, c'est aussi mon entourage en fait. Je pense même mon entraîneur, il en avait pas pour les gens qui conscience. sont proches de toi, j'imagine. Ouais, beaucoup. Et en fait je l'ai juste écrit aussi surtout parce que j'avais beaucoup de choses à dire. J'avais beaucoup de choses à exprimer et à sortir. Et en fait, je pense que l'écriture, c'est un de mes canaux d'expression. Et j'ai eu cette opportunité d'en faire un livre et j'en suis trop contente parce que c'est vraiment comme si j'avais sorti tout ça et que je l'avais mis dans un objet qui en plus est abouti, parce que des fois, on se lance dans des projets et ça reste des feuilles volantes ou des carnets, comme j'ai beaucoup d'ailleurs. Et là, le fait de se dire, ok, c'est un objet. Et ça c'est ma carrière de haut niveau. Avec la transition vers l'après et dans la deuxième partie, mais je voulais pas non plus que ce soit un truc vraiment très noir, très dépression, très machin. Donc mon livre je le voulais vraiment positif. Donc oui, je mets des mots sur ce qui allait pas, ce qui m'a fait du mal, mes souffrances on va dire, mais en fait toute la deuxième partie c'est comment j'ai fait depuis le 21 mars 2019 qui est la date d'arrêt. Et jusqu'à la sortie du livre, donc là en septembre 2022, comment j'ai fait pour me relever de ça, comment j'ai fait pour avancer. Donc tout à l'heure on disait est-ce que t'es guérie? Je dirais pas que je suis guérie. On m'a déjà posé la question en interview, est-ce que t'es heureuse maintenant? Je dis pas que je suis heureuse, mais je dis que je vais de mieux en mieux, parce que déjà être heureux c'est un peu, je trouve, le but de la vie. Et le livre m'a beaucoup aidé à justement en fait à définir mon univers et à aussi conscientiser en fait toutes les petites choses que je faisais pour moi au quotidien, que ce soit le plongeon, quelle place avait le plongeon dans justement cette renaissance. Donc cette deuxième partie là, et c'est vraiment une partie un peu pratique où je parle du voyage, je parle de ma nouvelle version du plongeon. Donc il y a des exercices, je parle du yoga aussi qui m'a beaucoup aidé. Donc c'est plein de petits tips à toutes les échelles de ma vie qui montre en fait comment après cette première après ce récit de carrière, comment je me relève de ça et comment j'en arrive à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même une petite volonté de transmettre à peut-être les filles qui arrivent maintenant, qui comme toi tu as été à 10-11 ans à se lancer dans cette carrière-là? Est-ce qu'il y a une volonté d'avertir, de prévenir, de dire attention? Parce que finalement quand tu t'arrêtes, on n'a pas l'impression que tu blâmes des gens ni même un système. Alors des fois j'ai cru comprendre que peut-être que le système français avait peut-être été que tu avais vu d'autres choses ailleurs où tu t'es dit peut-être que finalement on peut faire mieux que ce qu'on fait en France, que ce qu'on fait à l'INSEP. Est-ce qu'il y a cette volonté-là chez toi ou pas du tout? C'est ta vie et c'est ta carrière et ça veut pas dire que celle d'après feront les mêmes choix. Transmettre, oui, je pense, parce que sur le coup quand j'ai arrêté, c'est marrant, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message dans ce sens il y a pas longtemps en me disant après avoir lu mon livre, en me disant j'ai l'impression que t'as écrit le livre que t'aurais aimé pouvoir lire au moment où t'as arrêté. Et ça, franchement, ça me fait quelque chose parce que ce message m'a vraiment touchée. Et c'est exactement ça, en fait. Et j'ai écrit le livre que j'aurais aimé, déjà dans la première partie, de me dire, déjà de pouvoir peut-être trouver des mots qui expliquaient ou qui exprimaient mes mots AUX, sur lesquels j'arrivais pas trop à mettre justement de mots, parce que il y a 3 ans et demi, là, quand j'arrête, à part pleurer dans mon lit, je suis pas capable de faire grand chose, quoi. Et j'écris juste cet article sur mon blog à chaud parce que les mots, ils se déversent comme ça. Mais je suis pas capable d'analyser et de comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe. Et je suis juste complètement perdue et je me sens incroyablement seule parce que justement, à ce moment-là, j'ai pas de mots pour expliquer. Et du coup, en fait, ça me plonge dans un cercle vicieux où personne comprend. Ou comme personne comprend, personne peut m'aider. Et en fait, du coup, je m'isole de plus en plus. Enfin, c'est vraiment un espèce de cercle vicieux. Donc, il y a cette volonté de partager pour moi, m'en libérer, en fait. Pour moi, mettre des mots aussi un peu après, maintenant que j'ai un peu plus analysé, et aussi peut-être d'aider des gens, que ce soit dans le milieu du sport ou pas que. Hein. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours sur des similitudes, notamment dans le monde du travail, et j'ai eu aussi pas mal de retours de parents qui me disaient merci parce que ça me permet de connaître un peu mieux le monde du sport de haut niveau. Des questions pour leurs propres enfants. Soit des enfants qui font du sport amateurs, soit des enfants qui s'orientent vers le haut niveau, soit des enfants qui sont dans le haut niveau. Et c'est vrai qu'en tant que parent, quand tu connais pas ça, c'est pas évident. Même quand tu connais, en vrai, c'est pas évident en fait d'encadrer, d'accompagner son enfant. Moi-même, mes parents, je pense qu'ils se sont sentis complètement démunis. Ils comprenaient pas, et donc en fait, ils ont pas été là pour moi au moment où j'avais le plus besoin d'eux. Mais pas parce qu'ils m'aimaient pas ou qu'ils voulaient pas l'être, mais juste parce qu'ils étaient impuissants en fait.
et ça leur faisait vachement de mal, mais moi ça me faisait encore plus de mal de les voir mal. Donc en fait, c'est des espèces de cercles vicieux et donc ce livre, je l'ai fait pour plein de dimensions, quoi. Je l'ai fait pour transmettre, pour partager. Mon grand-père, il dit ne pas transmettre, c'est partir comme un voleur. C'est dans le livre d'ailleurs. C'est parce que j'ai mis mes petits mantras et partir, c'est ne pas transmettre, c'est partir sans. J'ai dit quoi? C'est comme un voleur. Ouais. C'est partir comme un voleur. On a un message de la Gordo qui doit te connaître. Quentin et Cassandre te soutiennent à fond. Go Girl, à mon avis, Ah oui. Cassandre, c'est une fille qui a créé une marque de maillot de bain. Je suis pas sponsorisée dans le sud, de manière une marque écologique, éthique, et donc ça fait partie de ces belles rencontres que j'ai fait autour de Toulon. Je souhaite tout le bonheur à son projet parce que c'est typiquement le genre de projet qui aujourd'hui est pas trop mis en avant parce que ça coûte très cher. Elle fait ses maillots de bain avec des filets de pêche recyclés, donc moi qui aime être dans la nature et tout ça et qui porte des maillots de bain, en fait, quand j'ai découvert son univers et en me disant mais en fait elle est à Toulon en plus, puis finalement c'est devenu juste ma copine. Que ses maillots, du coup. Et en fait ouais, parce que premièrement ils sont confortables, deuxièmement ils sont beaux, troisièmement j'adore le concept, les valeurs, plutôt que d'acheter des maillots, tu vois, je sais pas moi, sur n'importe quelle marque, je vais pas en citer, mais tu vois la fast fashion, parce que mon monde, c'est aussi ça, c'est vivre avec la nature parce que c'est la nature qui me ressource et de me sentir ancrée et vraiment en phase avec ce monde et cette nature, c'est vraiment au cœur de mes valeurs et j'essaye d'être alignée avec toutes ces valeurs tout le temps, mais c'est pas évident et d'un autre côté, j'ai quand même besoin d'un maillot, tu vois, et s'il y a pas de marque qui fait ça, je vais pas plonger à poil, tu vois. Donc, si le retour à la nature, il est bien. Oui, sa marque s'appelle See You and I. La mer, toi et moi. C'est poétique, non? Ouais, c'est pas mal. Écoute, elle a bien fait de passer dans l'émission. Je reviens juste 2 secondes sur la dépression ou alors à tout le moins un peu l'usure mentale. Enfin, c'est un sujet qui a longtemps été tué en fait dans tous les sports au plus haut niveau. On en a pas beaucoup parlé et puis là, récemment, on en parle de plus en plus. Enfin, il y a des sportifs comme Naomi Osaka ou Simone Biles qui c'est important aussi de partager ce qu'on ressent pour essayer de prévenir un petit peu ça et des gens qui pourraient se sentir concernés. Enfin, on en a parlé un tout petit peu avant de cet aspect-là, mais on sent que c'est un truc dont on prend de plus en plus conscience dans le sport de haut niveau quand même aujourd'hui. Ouais, je pense que déjà notamment il y a plusieurs strates en fait. Je pense que grâce aux réseaux sociaux déjà la parole individuelle se libère, tu vois, et on n'entend pas les discours que de ce que les médias ont envie de nous raconter. Donc quand on dit les médias, ça va encore plus loin, ça va sur les politiques. Enfin, tu vois, c'est vraiment tout un monde. Et je pense que du coup, les réseaux sociaux, ça permet vraiment d'avoir une parole individuelle. Et quand il y a des sujets qui touchent beaucoup de gens, typiquement la santé mentale, ou ça prend comme une boule de neige, quoi. Et je me dis que en plus aujourd'hui, c'est une autre dimension, c'est que ça libère. Il y a la libération de la parole des femmes, il y a la libération de la parole sur la santé mentale. Et en fait, là, je me rends compte avec la promo du livre que je fais que en fait, j'arrive aussi à un stade où je suis actrice dans la libération de la parole, dans la santé mentale des femmes. Tu vois ? Et en fait, j'en avais pas conscience, mais parce que on m'avait posé cette question, j'étais là, mais vraiment, on m'a posé cette question, on m'avait dit, est-ce que tu crois pas que avec toutes ces influenceuses qui sortent des livres, là, on se perd un peu Et j'étais là, mais en fait. Comment on peut généraliser comme ça? Parce que, oui, on donne la parole aux femmes, mais peut-être aussi parce qu'elles l'ont pas eu pendant hyper longtemps. Bon, je vous avais dit, me lancez pas sur le féminisme et finalement, je suis... tu es partie toute seule, là. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je voulais rebondir aussi sur le système, parce que tu me disais, est-ce que tu penses que c'est fédéral ou systémique ou tout ça? En tout cas, en fait, avec ce livre, c'était pas mon combat. C'est pas ce que je souhaitais, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un minimum de prénoms. Déjà parce que pour un intérêt de récit, comme ça passe très vite l'histoire. La plupart des gens qui l'ont lu m'ont dit qu'ils l'avaient lu d'une traite ou peut-être avec une seule coupure. J'avais pas envie de noyer le lecteur sous plein de noms parce que on parle de 10 ans de vie quasiment sur la partie autobiographique. Et je vous ai expliqué les raisons de ce livre et c'était pas mon combat en fait de me dire de la faute de qui c'était, qui est-ce que je pourrais attaquer ou rendre responsable, comment prévenir pour pas que ça réarrive. Ma manière juste à moi de prévenir pour l'instant à ce stade-là, c'était juste d'écrire et de partager et de faire lire mon histoire. T'as eu des retours d'anciens coachs ou quoi, partenaires, ouais. Non. Ou partenaires, non. Pas du tout. C'est marrant, non? Mais ouais, vous êtes en lien ou? Ouais, je suis en lien avec pas mal. Après,
Je sais pas trop comment l'expliquer. Il y a beaucoup de pudeur déjà dans ce milieu. C'est très tabou comme sujet, hein, tous les sujets, le sujet de la santé mentale, le sujet de raconter vraiment le haut niveau et les dessous en fait du haut niveau. C'est le hors paillettes. Les gens du milieu, ils ont jamais envie qu'on le raconte, tu vois. Et ouais, c'est drôle, hein, parce que c'est comme tout en fait. J'ai eu des retours hyper bienveillants de gens dont je m'attendais pas en fait, et j'ai pas eu de retour de gens que tu attendais. Pas que j'attendais parce que j'ai pas d'attente, mais aimé, que j'aurais aimé avoir et même même de mes coachs quoi en fait. Bon après il y en a plusieurs qui parlent pas français donc c'est compliqué. Non mais, ouais, ou qui te disent, enfin sans se flageller non plus, genre c'est ma faute, mais juste de dire on a peut-être pris conscience de une ou deux choses que tu racontes. Ouais peut-être. En tout cas moi pas compte et j'ai beaucoup avancé grâce à ce livre. Quoi. Et je suis pas du tout dans le, en tout cas oui, plus dans la colère, dans la revanche et tout ça. Et je serais plus justement partisan d'avoir ces discussions-là, de se dire, voilà ce que en fait, ce livre, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, j'ai pris ce parti en fait d'écrire et de raconter ce que j'ai ressenti. Donc à partir de là, en fait, personne peut me dire t'as tort ou t'as raison parce que c'est ce que j'ai ressenti. C'est pas factuel, c'est ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu. Donc ça donne des infos en fait aux gens avec qui j'étais à ce moment-là. Et ça leur ouvre la porte aussi pour me dire comment eux ils l'ont ressenti. Et moi je serais ravie d'avoir cette discussion avec eux et de se dire parce que c'est aussi ça le chemin du pardon et de justement de se libérer de ça, de ces blessures là. En fait on peut pas garder de la colère et de la rancœur, c'est des trucs qui sont tellement toxiques que aujourd'hui l'étape d'après ce serait peut-être d'en parler avec des gens peut-être qui se sentent visés par mon livre ou qui ont pas le même ressenti en tout cas. Ouais, ou qui ont pas le même ressenti et de me dire je sais pas moi, soit t'abuses, soit écoute, je savais pas que tu l'avais vécu comme ça, parce que pour l'instant c'est plutôt des retours comme ça que j'ai. Soit je suis désolée, mais même pas encore. Enfin, j'ai pas besoin de ça. Mais juste en fait d'apaiser les relations, les ressentis, et parce que il se passe tellement de choses dans la vie est tellement longue et à la fois tellement courte que on n'a pas le temps de s'encombrer avec de la colère, de la revanche et tout ça quoi. Tu diras à ton papy qu'il a un nouveau fan. Il s'appelle Ricoco29. Non, il aime bien l'expression de ton papy. Alors, j'en ai une autre de mon grand-père. Je parle beaucoup de mon grand-père parce que c'est mes racines provençales. Faut pas boire un âne qui a pas soif. Exactement. Il est toujours sympa quand on l'écoute. Et c'est marrant parce que je l'ai rajouté un peu à la dernière minute. Je lui avais fait lire le manuscrit et il m'a sorti ça de but en blanc et je l'ai écrit sur la 4e de couverture du livre du tome d'avant en fait que je lui avais amené pour lui montrer la forme et il m'a sorti ça et je me suis dit c'est génial, je vais la rajouter. Avec l'accent provençal ça va être sympa. Ouais, c'est ça. OK, on a déjà beaucoup parlé. Pas mal parlé, on va dire qu'il va falloir qu'on enchaîne mais c'est très intéressant donc on n'a pas vu le temps passer. Non mais c'était est-ce qu'il y a un petit mot de la fin un petit mot de la fin, si vous voulez suivre mes aventures, je crée pas mal de vidéos sur Instagram. Ouais, puis on a oublié, c'est exactement ce que je voulais dire au début, c'est aller voir sur son compte Instagram les vidéos de ses sauts et tout. Bon, mon compte Instagram, c'est Laura Marino tout attaché, avec un O à l'italienne. Si vous voulez lire mon histoire, c'est dispo dans toutes les librairies ou sur le lien aussi direct, si vous voulez le commander sur Internet, il est dispo sur mon profil Instagram. Ça s'appelle Se dépasser avec Laura Marino. Et puis, si vous voulez m'envoyer un petit message aussi pour me raconter ce que vous avez pensé de mon livre, ça me fait hyper plaisir. N'hésitez pas. Je les lis tous, quasiment, surtout quand il s'agit de mon livre, parce que ça me fait grave plaisir d'avoir des retours sur ce travail-là, parce que le but, c'est d'avoir de l'interaction. Ouais. J'avais juste une question tout à fait pratique. Quand tu te lances et que t'as ta perche à selfie, tu la lâches pendant le saut? Eh ben non. Mais alors, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas grand monde qui faisait ça, en fait, ce plan-là. Et en fait, la vidéo, moi, ça me plaît parce que quand j'ai commencé la vidéo, je voulais trop faire découvrir, j'ai encore tellement de choses à dire. Je voulais trop faire découvrir le plongeon et le cliff jumping au grand public, en fait, et pas le réserver à un public d'avertis. Parce que là, on se rend pas compte. Moi, je le vois là déjà à l'échelle d'1 an. Le cliff jumping, c'est en train d'exploser, notamment grâce aux réseaux sociaux. Mais c'est un peu comme, c'est le sport en marge où on se dit non mais c'est quoi ces cervelets avec un slip de bain qui sautent, bon ils sont en short la plupart, des falaises. Mais c'est comme le skate il y a, je sais pas, 20, 30 ans peut-être, même peut-être 30, plus que 20, ou le surf quand c'était que des hippies aux cheveux longs qui se bourraient sur la plage quoi. Et en fait le cliff jumping, c'est en train de monter fort et ça me fait quelque chose de me dire en fait je suis aussi actrice de ça mais c'est quand même un sport dangereux, donc faut pas faire n'importe quoi.
Et j'ai perdu l'idée où je voulais aller C'était non, à la base. c'était, je te disais, la perche à selfie. Ah ouais, la perche à selfie. Comment tu fais Et pour donc, regarder, moi, je voulais trop faire des vidéos pour montrer, en fait, à quel point ce sport est génial. Et donc, bah, j'ai pris une GoPro, une perche, et voilà, quoi. Et je m'éclate à faire ça. Sauf qu'en fait, c'est pas si évident que ça. J'imagine Et, bien. parce que ça te déséquilibre vachement. Dans le saut, On dirait pas, mais non, en général, je garde tout, jusqu'au je garde bout, tout dans la main. l'eau et tout. Mais juste souvent, ça me fait un peu mal aux oreilles parce que je suis tellement focus sur pas perdre l'équilibre et tout ça en l'air que je souffle moins bien dans l'eau. Et ça m'est déjà arrivé des fois d'utiliser d'autres accessoires pratiques comme des harnais, de me les prendre dans les dents, de m'ouvrir la lèvre. Ouais, moyen grave. Mais juste ne faites pas ça chez vous sans entraînement avant, quoi. Mais c'est vrai que la perche à selfie en backflip, c'est un peu ma signature. Bah moi je l'ai vu et j'ai fait ah ouais d'accord, ok, je la garde.